principal. Merci, Madame la Vice-présidente. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Fonroche a été créé en 2008 par Monsieur Moss et nous sommes implantés dans le Lot-et-Garonne, à Roquefort, plus précisément à côté d'Agen. Donc ici, voilà, c'est notre siège social, comme vous voyez, largement orienté autour des énergies renouvelables. Donc c'est un groupe qui fait aujourd'hui environ 190 salariés pour la génération d'environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, essentiellement issus de la vente d'énergie et pour la plupart d'électricité. Électricité issue de centrales photovoltaïques. Donc depuis 2008, nous avons installé et développé et conçu plus de 400 centrales, essentiellement en France. 150 d'entre elles sont situées sur le nouveau territoire de la nouvelle région. Il faut savoir que les modules que nous utilisons sont intégralement produits sur notre site à Agen, ce qui fait que nous sommes, alors avec certains autres, un des derniers développeurs de modules photovoltaïques en France. Et ce n'est pas chose aisée tous les jours de pouvoir continuer à le faire. C'est là quand même la production de 300 000 modules par an, ce qui fait 30 000 foyers alimentaires en électricité. Et au dernier appel d'offres émis par le ministère, nous avons remporté 88 mégawatts crête d'énergie, ce qui donne du travail pour notre usine pendant environ 2 ans. À côté de ces réalisations, en 2011, nous avons opéré un virage issu, à cause, entre guillemets, du moratoire sur l'énergie photovoltaïque qu'il y a eu en France et qui a mis un certain frein au développement de cette filière-là. Ce virage a été pris vers d'autres sources d'énergie renouvelables et qui, pour nous, seront le futur parce qu'elles présentent beaucoup d'avantages. D'une part, elles sont non intermittentes. On peut avoir des productions qui sont supérieures à 8200 heures par an. Et elles s'inscrivent encore plus dans une démarche d'économie circulaire appropriée à des territoires. Ces thématiques-là, ce sont la méthanisation, d'une part. Donc, en haut à gauche, vous voyez notre première réalisation à Villeneuve-sur-Lot, qui est une unité qui permet la production d'environ 34 500 MWh de biométhane par an, soit l'alimentation de 12 000 foyers en gaz. Il faut savoir que sur le dernier trimestre, uniquement cette unité-là a représenté le quart de la production de gaz vert en France. Elle peut traiter 75 000 tonnes de déchets par an. Et cet investissement-là, qui représentait environ 14 millions d'euros, a été possible en partie grâce au soutien d'acteurs publics, notamment la région Aquitaine, l'ADEME et l'Union européenne aussi. Et le résultat d'une année d'exploitation, à quelques jours près, nous conforte dans notre volonté d'accentuer le développement de la méthanisation. Nous avons en 2016 lancé 2 autres chantiers en Vendée et dans le Lot. Et en 2017, nous aurons 3 autres unités qui rentreront en construction, dont une dans les Landes, qui sera de taille similaire à celle-ci. L'autre source d'énergie que nous développons, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la géothermie profonde. Donc là aussi, c'est 8200 heures, même plus, de fonctionnement, 40 mégawatts de production énergétique en cogénération, électricité et chaleur, qui vont alimenter environ 5000 foyers en électricité et 30 000 en chaleur. Et c'est pourquoi, sur ces projets-là, nous nous situons dans des zones urbaines pour être au plus proche des réseaux de distribution de chaleur et au plus proche des consommateurs, ce qui implique certaines contraintes, notamment d'acceptation sociale, où il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer aux gens ce que nous voulons faire, parce que ça peut effrayer. Il y a eu quelques contre-exemples malheureux chez nos voisins européens qui font que la perception de la géothermie profonde peut être délicate. Et nous avons un gros projet de recherche avec des partenaires français, dont certains sont ici dans la salle, sur Pau, qui est le projet Fongéosec, qui représente 88 millions d'euros d'investissement, et où on entend développer de nouvelles technologies de forage et augmenter les surfaces d'échange pour permettre le développement de la géothermie dans des zones qui actuellement ne sont pas développées ni exploitées. Et enfin, le dernier né, mais sur lequel on fonde beaucoup d'espoir et qui peut nous permettre d'aller à l'international
chercher des marchés et participer à la transition énergétique, c'est éclairage autonome. Sur la dernière diapositive, si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Voilà. Non, c'était... Voilà, c'est... ce sont la représentation de tous les points lumineux que nous avons installés en France et dans le monde. On ne pensait pas qu'en France, on puisse en faire autant, parce que les réseaux électriques sont largement présents. Et c'est une solution qui tend plutôt à se développer vers des zones isolées où les réseaux électriques sont assez éloignés et où leur développement serait très compliqué et très onéreux. Mais ça fonctionne, donc on continue. Et on voit que dans les pays en développement, c'est une solution qui est largement demandée. On a une vision, c'est de dire, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais par exemple en Afrique, les personnes sont passées de pas de téléphone à un téléphone mobile, et on est convaincu qu'elles passeront de pas d'éclairage à de l'éclairage solaire, parce que c'est une solution qu'on va développer en 2 heures. Un candélabre peut être installé et peut éclairer toute une zone. Et voilà ce que sera sans doute notre avenir, et aussi quel est notre rôle dans la transition énergétique. On veut plus pousser vers les énergies renouvelables et être inscrit dans une démarche d'économie circulaire avec une valeur ajoutée pour les territoires, tant en termes de valorisation de déchets que de valorisation énergétique pour les consommateurs. Merci. Bien, merci. C'était important aussi qu'une entreprise locale nous présente sa stratégie de développement en termes d'énergie renouvelable. C'est un point essentiel et vous l'avez sous-entendu, le président Rousset l'a sous-entendu précédemment, le développement des énergies renouvelables ne doit pas se faire au détriment de l'environnement. Donc il faut vraiment construire le bon ratio pour être à la fois dans la production du renouvelable, sans pour cela engager notre environnement et nos ressources. Donc il y a un juste milieu à avoir et à respecter. Maintenant, nous allons entendre un deuxième acteur, donc Christophe Brugnot, responsable commercial de Pragma Industries, donc qui nous présentera le volet hydrogène pour l'innovation, et cette fois au service de la mobilité douce. Donc vous avez ici un joli petit vélo. Et puis Pragma Industries qui a été primé au Forum de la croissance verte à Angoulême le 22 novembre. Donc dernier. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, Pragma Industries, société aquitaine basée à Biarritz, qui existe donc depuis 2004, dont le métier est de concevoir, fabriquer et intégrer des solutions à base de piles à combustible. La pile à combustible, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement contrairement à une batterie qui stocke de l'énergie, la pile à combustible, c'est un générateur électrique qui produit de l'électricité à partir d'un apport gazeux, hydrogène-oxygène. Vous avez un petit schéma en haut à gauche, simple, pour ceux qui se souviennent encore de leur cours de chimie, c'est l'inverse de l'électrolyse de l'eau. L'avantage, c'est que le rejet de cette production électrique, c'est de la chaleur et de l'eau. Donc c'est plutôt très intéressant en termes de dégagement de déchets. Vous avez quelques exemples vous avez là en face des yeux, vous avez l'évolution de notre gamme de produits, parce que inévitablement en 2004 on était assez précurseur. La technologie n'était pas encore une technologie industrielle, c'était plutôt une technologie de laboratoire. Donc on a au tout début acquis la connaissance, puisque Pragma Industries est constitué essentiellement d'ingénieurs, pas de gens qui viennent de la recherche. Et donc on a acquis de la connaissance, ces briques de connaissances, et progressivement on a développé une gamme de produits qui au départ s'adressait au monde au tout début de la recherche. Donc on a développé une gamme de produits liés à la test et mesure. Donc on a principalement, nos clients étaient à 90% répartis dans le monde entier, en fait.
Plus de 90% étaient donc des laboratoires de type CEA ou autres, ou équivalents dans le monde entier. Les produits ont été évolués également vers une gamme de produits liés à l'enseignement. Parce que progressivement, l'enseignement s'est ouvert et a évolué vers les thématiques de l'environnement et de l'énergie. Donc on a proposé, compte tenu de notre savoir-faire, des systèmes qui permettent d'aborder les problématiques liées, par exemple, au rendement énergétique. Voilà. Et depuis peu de temps, depuis 3-4 ans, on commence à avoir des besoins qui émergent dans le domaine industriel. Voilà. Donc en fait, en parallèle de ces évolutions, de ces produits, on a également une casquette de laboratoire de recherche. Comme vous voyez, juste, vous pouvez revenir, juste, pardon. Comme vous voyez en haut à droite de l'écran, vous avez l'exemple type d'une pile à combustible de géométrie, on va dire, conventionnelle. On a également un volet dans notre activité qui est très important, qui est une nouvelle géométrie de pile à combustible, et qui n'est pas encore très visible, mais qui est importante pour nous, sur laquelle on a déjà des brevets, une dizaine de brevets déposés à l'échelle du monde entier. Voilà. Alors, et donc, la pile à combustible, alors la caractéristique de nos produits, c'est d'être plutôt ciblés sur des gammes des piles compactes, de petite puissance, qui adressent le marché de la mobilité et du nomadisme. Donc là, vous avez un petit exemple, un éventail de différents gammes d'applications. Alors donc, quand on parle de mobilité, vous voyez clairement, on pense tout de suite au vélo, aux voiturettes, etc. Mais quand on pense aussi à applications liées au nomadisme, les engins d'avertissement sur les routes, pour les chantiers, des choses comme ça, ou la sécurité. C'est un des segments. Il y a aussi, n'est pas mentionné, mais le monde du camping-car et du nautisme. Et puis évidemment le monde tout ce qui est segment de l'outillage électroportatif. Voilà les applications. Concernant le vélo, alors concernant la mobilité, le vélo qui est en face de vous, là, c'est le fruit de plusieurs années déjà de développement, de 3 ans de développement. On a monté un partenariat il y a quelques temps déjà avec La Poste, puisque le client La Poste est le plus grand propriétaire de parcs de voitures, d'équipements électriques. On travaille avec le site de Mouguer, près de Bayonne, pour l'intégration de notre technologie sur les vélos classiques de La Poste. Donc on s'est intégré dans le modèle standard de La Poste, et puis après on a fait évoluer notre recherche, et on est parti du principe qu'il n'y avait rien de mieux que de designer notre propre version de vélo. Et donc on a intégré un designer, et on a intégré notre technologie dans un modèle propre à Pragma. Et donc c'est le vélo que vous voyez juste en face de vous. Aujourd'hui, c'est une première mondiale. C'est le vélo c'est le premier vélo qui est produit de manière industrielle. Il n'y a pas d'équivalent. Il existe quelques vélos aujourd'hui qui sortent de laboratoire, mais qui n'ont pas vocation à être développés à l'échelle industrielle. Et il est déjà vendu sur plusieurs collectivités en France, notamment Chambéry, Conseil départemental de la Manche, et peut-être l'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz prochainement. Voilà. Merci.
Bon, là, moi, je ferai la même remarque, hein, et je pense que certains peuvent se poser la question aussi. L'hydrogène, c'est important, vous en avez parlé pour différentes utilisations. Maintenant, il faut toujours se poser la question de la production de cet hydrogène et à partir de quoi. Il y a de plus en plus d'industries ou de process qui permettent de produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Et là, on a besoin de réfléchir aussi à la durabilité de ces ressources, à l'avenir, se projeter, hein, être très prospectif dans nos démarches. Donc nous accueillons Maxime Guéchir, chargé de développement industriel et énergie de CEATEC, qui nous parlera de la gestion intelligente de l'énergie et l'innovation technologique. Merci Madame la Vice-Présidente. Donc quelques mots sur le CEATEC. Allez-y. Il y a en principe quelque chose qui doit apparaître, peu importe. Donc notre mission, c'est de produire et diffuser les technologies au bénéfice des entreprises et des industries. Industries de tout type, en l'occurrence là on va parler de l'énergie. On est une entité en l'occurrence en local qui a été créée en 2012 et on a un partenariat fort avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Les instituts historiques du CEATEC sont basés en Rhône-Alpes et en Île-de-France, mais on a une antenne régionale qui a vocation donc à diffuser ces briques technologiques des instituts historiques, mais également à diffuser et développer ses propres activités de R&D. Activités de R&D qui se font en lien avec la stratégie régionale de la Nouvelle-Aquitaine, en parfaite cohésion avec l'écosystème académique. Et je dirais nos cibles, c'est les entreprises et avec un focus particulier sur les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire. Alors, la question qui m'a été posée, c'est la notion de gestion d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a derrière et quels sont les enjeux? Alors, il y a un enjeu sur la production, évidemment, hein, sur la notion de décentralisation et la notion d'intermittence. Il y a aussi une notion de consommation, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'une des meilleures énergies, c'est celle qui n'est pas consommée. Enfin, c'est un peu trivial de dire ça, mais c'est hyper important de le souligner. Et également l'importance des réseaux. Donc en fait, il y a toute la chaîne production, distribution, consommation qu'il faut regarder. Et en fait, à chacune de ces étapes, on propose de mettre en place une méthodologie en 3 points qui est d'ailleurs d'observer et de mesurer. Enfin, je rejoins en cela l'intervention de Madame Loeb sur la notion de mesure et l'importance, en l'occurrence pour les travaux qui nous concernent, d'avoir des données presque à la donnée minute, quoi. C'est des données parfois fines qu'il faut avoir pour pouvoir faire des pilotages et des recommandations. Alors il y a des enjeux techno sur les capteurs, des enjeux sur les systèmes d'information. Le point très très important, c'est la notion de sécurité et de maintien de la confidentialité. Mais une fois qu'on a ces informations, enfin ces données, il faut les transformer en informations. Et pour ça, ça nécessite un certain nombre d'outils de traitement qui vont permettre de donner du sens. Et alors, à partir de ces données-là, pour pouvoir établir et défiler des scénarios, que ce soit des scénarios maîtrise de la demande, des scénarios d'efficacité énergétique ou des scénarios de mix énergétique, en fait, il faut modéliser les systèmes. Donc, modéliser les systèmes, ça veut dire, quelque part, simplifier la réalité, mais pour pouvoir générer un certain nombre de scénarios qui vont privilégier tel ou tel levier d'action par rapport à des critères qui seront des leviers de coût, des leviers de CO2, enfin, voilà. Après, une fois qu'on a identifié les différents scénarios, ben les scénarios d'installation, hein, si on essaie d'être resté générique, il y a besoin de les optimiser et de les piloter. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de bien sûr dégager la promesse qu'on a pu établir au moment où on a étudié ces scénarios, et notamment celui de la flexibilité. Alors, bon, ça c'est un peu conceptuel, mais derrière, il y a des projets très concrets qu'on est en train de mener sur... Alors, le premier, c'est plutôt court terme. C'est un projet sur tout ce qui est autoconsommation. La région Aquitaine a eu et a une politique très volontariste sur la thématique du PV en autoconsommation. Et même la Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait.
Et donc, la vocation du projet, en l'occurrence qui s'appelle Rexauto, c'est de rassembler des acteurs du développement de projets, de la gestion des réseaux et aussi des usagers, pour pouvoir vraiment avoir toute cette vision globale et proposer des solutions d'optimisation avec un focus particulier sur la problématique de l'impact réseau. Le deuxième projet, donc, c'est par rapport en fait à la notion de complexité liée à la prise en compte de tous ces facteurs, que ce soit des facteurs liés à l'installation de production d'énergie, mais aussi à des facteurs potentiellement d'usage, de réseau et des facteurs réglementaires. En fait, ça nécessite de disposer de compétences particulières en optimisation planification. Dans les briques technologiques que le CEATEC transfère aux entreprises, il y a des outils en fait de développement de systèmes de management de l'énergie, donc ce qu'on appelle des EMS. Ensuite, slide suivant. Alors, de manière un peu plus moyen terme, alors là, j'en viens en fait à... Là, on était sur des notions de système. Là, j'en viens à une dimension plus composant. Donc, le CEATEC sur la partie batterie, aujourd'hui en Aquitaine, travaille en collaboration avec une entreprise pour développer des systèmes de gestion de batterie en rupture aujourd'hui avec ce qui se fait sur le marché, et ce qui va permettre de donner des leviers d'action grâce au stockage qui n'existent pas aujourd'hui. Et de manière plus globale, le CEATEC aujourd'hui réalise une étude d'opportunité pour créer un institut sur les batteries, pour cristalliser et amplifier la démarche qui a été proposée par M. le Président et toute son équipe sur le sujet stockage. Voilà. Merci. Oui, effectivement, Pardon, allez-y. Effectivement, le président Rousset a annoncé il y a quelques jours la création d'un cluster énergie et stockage, parce que vous avez parlé du photovoltaïque en autoconsommation. On a évoqué la question de l'intermittence de production de certaines énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, et la nécessité justement d'arriver vers des stockages efficaces de cette énergie renouvelable produite. Donc merci pour votre intervention. On accueille maintenant Emmanuel Julien. Vous pouvez venir par là, hein. Je ne mords pas. Donc Emmanuel Julien, président du Fonds d'investissement régional Terra Énergie, donc qui est une opportunité pour certains projets en termes de financement. Voilà, merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs. Donc, quelques mots pour vous présenter Terra Énergie, qui est effectivement un nouvel outil d'investissement et de financement qui a été créé à l'initiative des 3 ex-régions et qui est porté maintenant par la région Nouvelle-Aquitaine, et donc qui s'appelle Terra Énergie, fonds d'investissement. Donc, c'est une société par action simplifiée, donc c'est vraiment une société en tant que telle, de droit privé, qui est organisée avec un conseil d'administration et un comité d'investissement qui décide des investissements. Mais vous le voyez sur la répartition du capital, elle présente la caractéristique d'avoir été portée à 49% sur des fonds régionaux, puisque c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a apporté 49% du capital social. Les autres partenaires, donc, qui représentent 51%, donc sont majoritairement privés, c'est bien un fonds d'investissement privé, ont été apportés par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 24%, les partenaires bancaires, Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Coopératif, puis par la société d'économie mixte Cergy, créée par le syndicat des élus, syndicat d'énergie du département de la Vienne et que je représente. Et enfin, donc Cadran, qui est un développeur en énergie renouvelable, notamment sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, EDF, représenté par sa filiale, PCER, qui est une société coopérative Poitou-Charentes énergie renouvelable, et WICIT, qui est un fonds d'investissement citoyen, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà les caractéristiques de notre fonds. Donc on est un fonds d'investissement vraiment privé en tant que tel et qui est structuré en tant que tel, en tant qu'un fonds d'investissement vraiment tout à fait privé.
Les enjeux et la stratégie du fonds, c'est la diapositive suivante, a pour objectif d'investir de manière minoritaire. Donc j'insiste vraiment sur la notion de minorité. Il n'y a aucune volonté du fonds d'être actionnaire majoritaire des sociétés de projet. Donc les sociétés de projet, c'est des sociétés qu'on crée pour développer des projets éoliens, photovoltaïques, méthanisation dans les énergies renouvelables. Et donc la volonté du fonds, c'est d'être vraiment minoritaire, d'être à hauteur de 20 à 30% du capital social de ces sociétés, mais en étant présent et en apportant donc ce poids fort des actionnaires et des partenaires du fonds Terra Énergie. Le capital du fonds qui a été levé est significatif, puisque vous voyez, on a 8,2 millions d'euros de capital social, dont 50% ont été débloqués à la création, donc au mois d'avril dernier. Et donc, ce potentiel de 8,2 millions d'euros peut générer 150 millions d'euros d'investissement, compte tenu du pourcentage minoritaire que j'évoquais tout à l'heure. L'attente du fonds en termes de retour sur investissement, donc le TRI, pour être très clair, c'est un retour sur investissement attendu de 6 à 8%. On est nettement en dessous de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde des énergies renouvelables. On peut espérer atteindre des TRI un peu meilleurs que ça. Donc on est vraiment sur des TRI qui permettent d'accompagner des projets en tant que tels et d'intervenir sur toutes les filières énergies renouvelables. Donc bon, j'ai parlé d'éolien, mais on parlait de photovoltaïque tout à l'heure avec Font-Roche, de méthanisation, d'hydroélectricité, de géothermie. Tout ce qui concourt aux énergies renouvelables est un domaine d'intervention potentielle de Terra Énergie. Les types de projets sur lesquels on souhaite investir, ce sont des projets quand même qui sont significatifs. Donc on parle de projets de plus de 2 millions d'euros d'investissement. Donc on n'est pas sur du projet qui peut être porté localement par des particuliers, par une collectivité. On est vraiment sur des projets à l'échelle plutôt territoriale, donc de 2 à 25 millions d'euros d'investissement sur le territoire, évidemment, Nouvelle-Aquitaine. Et donc je le disais tout à l'heure en parlant des actionnaires, nous avons autour de table WICIT, qui est une plateforme de financement participatif, de financement citoyen, parce que c'est vraiment une volonté de tous les actionnaires du fonds, notamment à Nouvelle-Aquitaine, que de permettre et de faire en sorte que le fonds concourt et introduise, incite à la mise en place de financements citoyens portés par des citoyens, en partie, dans ces projets d'énergie renouvelable, donc notamment avec différentes plateformes, donc WICIT qui est actionnaire, mais d'autres plateformes avec qui on est déjà en relation, l'UMO, le fonds d'investissement énergie partagée et RIN Chalet. Donc voilà les enjeux et la stratégie du fonds. Alors peut-être prendre quelques exemples de ce qui est en cours. Je crois que le plus simple, c'est de parler de concret. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine de projets qui ont été identifiés et dans lesquels on est en train de regarder, de prendre des décisions d'un certain nombre d'investissements. D'ailleurs, je me tourne vers Françoise qui est actionnaire et qui représente la Nouvelle-Aquitaine au sein du conseil d'administration en tant que conseil régional. Et donc, sur les 50 projets actualisés, donc on a beaucoup de projets méthanisation qui ont été identifiés, du photovoltaïque et du bois. Voilà les trois principales rubriques dans lesquelles on est amené à étudier les projets. Et donc le coût d'investissement moyen des projets qu'on constate dans le périmètre du fonds potentiel, c'est des projets d'un investissement moyen de 8 à 9 millions d'euros, ce qui représente pour Terra Énergie un investissement en fonds propres de 500 à 600 000 euros. Alors les premiers investissements décidés, donc je vais juste prendre les deux dernières décisions des conseils d'administration. En juillet dernier, nous avons décidé d'investir aux côtés de Cadran, un développeur dont je parlais tout à l'heure, dans une centrale photovoltaïque au sol en Dordogne, à Beaupouillet, qui est une centrale, une ancienne plateforme de stockage des autoroutes du sud de la France, sur lequel une centrale photovoltaïque a été autorisée. Et donc le projet de 6,5 millions d'euros pour avoir l'intervention du fonds Terra Énergie, la décision a été prise. Le deuxième projet qui a été décidé lors du dernier conseil d'administration du mois de novembre, il y a quelques semaines, c'est un projet de méthanisation avec injection de gaz dans le réseau dans les Deux-Sèvres, un projet à Combran, projet Gasteam Énergie, donc qui verra 15 millions d'euros d'investissement se réaliser. Donc on doit signer d'ailleurs les actes juridiques dans les jours qui viennent pour la création de la société de projet, enfin son augmentation de capital. Donc voilà deux exemples de projets dans lesquels on intervient au côté de développeurs, puisque la volonté du fonds n'est surtout pas de faire du développement, mais d'accompagner la mise en activité et la mise en fonctionnement des sociétés de projet.
Quelques mots sur les perspectives, et j'en finirai là. On a de nouvelles opportunités qui se présentent lors d'un prochain conseil d'administration. Donc, un projet de cogénération biomasse-bois, 30 millions d'euros, et on va aussi vers ces activités de biomasse. Et puis, un lot de projets de méthanisation à la ferme, un lot de petits projets de méthanisation qui pourront faire une société de projet pour 2 à 3 millions d'euros d'investissement, donc en rentrant en plein dans le fonds. Donc, je reviens sur les objectifs. On a dit 8,2 millions d'euros de capital social, donc 8 millions de fonds propres qui pourront être investis d'ici 2020 sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Donc, on le disait en introduction tout à l'heure, ça fait 150 millions d'euros d'investissement générés par ces 8,2 millions d'euros de fonds propres. Et ça représente 512 gigawattheures de production ENR annuelle, quand on fait la somme de tous nos investissements et des potentiels énergétiques, ce qui fait 7% supplémentaire en part ENR. Donc ce qui est en gros la moitié du chemin qui nous reste à parcourir d'ici l'objectif que vous avez rappelé, Françoise, tout à l'heure. Et donc pour finir, vraiment, moi j'insiste, puisque l'occasion est donnée avec tous les représentants qui sont ici présents, n'hésitez pas à faire appel à Terra Énergie, puisque c'est votre fonds d'investissement, le fonds d'investissement régional, pour accompagner les projets, les porteurs de projets, et faire en sorte que le territoire puisse investir directement dans les centrales de production d'énergie renouvelable sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Merci de votre attention. Merci. Là, c'est pareil. Pour Terra Énergie, ce sera important d'avoir un mix énergétique et qu'on ait des projets retenus de tout type. Voilà, et très varié. Donc, nous avons prévu un temps d'échange. Si vous avez des remarques, des questions, après ces quelques interventions. Donc, on a prévu un quart d'heure, 20 minutes pour répondre à vos interrogations ou noter vos suggestions. Voilà. Et en attendant la première question, je voulais quand même... Amandine Loeb a parlé de l'AREC et de l'Observatoire. L'Observatoire qui collecte des données. Je crois que c'est important aussi d'avoir des outils de mesure sur les territoires. Et nous avons ici Atmo Nouvelle-Aquitaine, les représentants d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, Gérard Bacle, son président, et Alain Gazot, son directeur, qui sont aussi essentiels justement pour cette transition énergétique et les mesures de qualité de l'air et l'évolution de cette qualité de l'air, que ce soit en termes de gaz à effet de serre ou de pesticides. Alors, où est la première question? Voilà. Oui, bonjour. Donc, je suis Jean Siréjol et je représente une association qui s'appelle TACA, Agir pour le climat. Parce que c'est quand même l'objet de cette réunion. Hein. Tout à l'heure, le président il a parlé du défi posé par le climat, et il a raison. Par contre, ma question et ma remarque, c'est à propos des indicateurs des émissions de gaz à effet de serre dans la région. Donc ça, c'est pas la faute de l'association qui fait les mesures. La question que je vous pose, ce serait un choix à faire, nous, en Aquitaine, c'est d'avoir des indicateurs plus pertinents. Parce qu'entendre le président dire que c'est une bonne nouvelle, que les émissions de gaz à effet de serre aient baissé de 60% pour les entreprises, pour les industries, ce n'est pas un bon indicateur du tout. Ça vient du fait que de 1990 à 2010, avec cette façon de mesurer, on a vu 60% d'émissions en moins des industries en Aquitaine. Mais pourquoi? Pour quelles raisons? Mais principalement parce qu'il y a beaucoup moins d'industries en Aquitaine aujourd'hui qu'en 1990. Voilà. Donc ce n'est pas des efforts fantastiques. Bon, il y a peut-être eu des petits efforts, mais l'indicateur là-dessus n'est absolument pas pertinent. Alors qu'il y a un autre indicateur qui est beaucoup plus intéressant sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est au lieu de les compter vu du producteur, comme vous le faites, et vous pouvez continuer à le faire, il faudrait aussi les compter vu du consommateur. Parce que là, la comptabilité, l'intérêt de la comptabilité, c'est de prendre un angle qui permet de mieux comprendre un problème. Et quand on prend les émissions de gaz à effet de serre vues du consommateur, là, l'angle qu'on a, c'est nous, consommateurs, quel est notre rôle par rapport au réchauffement climatique? Et il est gigantesque. Hein, parce que la diminution des émissions de méthane des vaches, ce n'est pas les producteurs, ce n'est pas les éleveurs qui vont arriver à les diviser par 4. Je vous rappelle que depuis 2005, on a voté la loi Facteur 4, on doit diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le défi climatique. Et donc je voudrais qu'on se pose plus souvent la question, comment est-ce qu'on va faire pour les diviser par 4 ? Et nous, ce qu'on vous suggère avec l'association TACA, c'est déjà de commencer
par mettre en place un indicateur consommateur. Voilà, donc ma question c'est, est-ce que ça pourrait être fait assez rapidement ? Je vais laisser la parole à Amandine Loeb sur ce sujet-là, mais je partage complètement votre remarque, évidemment. Comment ne pourrait-on pas le faire ? Effectivement, la diminution des émissions de gaz à effet de serre au niveau des entreprises peut être prise de manière très positive en se disant c'est génial. On sait aussi que c'est une baisse d'activité qui a généré cette baisse d'émissions de gaz à effet de serre, et ça, c'est pas forcément positif. Maintenant, je laisse la parole. Oui, je souscris tout à fait à vos propos. C'est ce qu'on dit souvent aussi. Alors, quand on nous laisse un petit peu plus le temps, là, on a pris ce paramètre. Alors, le choix de cet indicateur, comme j'indiquais au début, c'est un indicateur qui permet de positionner la situation de la région au regard des grands objectifs nationaux. Il se trouve que c'est les émissions qu'on appelle territoriales qui sont pris en compte dans les grands objectifs nationaux et régionaux. Donc c'est un indicateur comme un autre qui est parfaitement insuffisant. Comme vous l'indiquiez, la remarque que vous faites pour l'industrie, on peut la faire aussi pour le secteur agricole. Il y a eu aussi une diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole liée à la moindre activité d'élevage. Bien entendu, si ça veut dire qu'il faut arrêter l'activité d'élevage en Nouvelle-Aquitaine, c'est une aberration à partir du moment où le consommateur, lui, continuera à manger de la viande. Et il vaut mieux qu'il mange de la viande en local plutôt de viande qui vienne de Nouvelle-Zélande, par exemple. Donc, vous avez tout à fait raison. Sur l'approche, alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les émissions induites ou l'approche empreinte carbone. Alors, il se trouve que nous avions fait ce travail sur notre ancien périmètre d'intervention en Poitou-Charentes et nous avions mis en regard les deux types de calculs qui montrent qu'effectivement, autant cette part d'émissions liées à la consommation n'est pas nécessairement sur la même phase en diminution que les émissions liées au territoire. Au niveau national, c'est fait. Et on montre qu'il y a même une augmentation puisque le contenu carbone lié aux imports de matières pour notre consommation, pour l'achat des biens de consommation par exemple, la part de carbone étant issue de pays fortement émetteurs comme la Chine, eh bien, on a une augmentation au niveau national. La difficulté, elle est l'ordre technique au niveau local, d'avoir des chiffres que l'on peut suivre dans le temps. C'est que bien souvent, on est encore dans de l'estimation un peu grossière de l'activité de consommation au niveau local. Ça, je rentre un peu dans le détail, mais savoir quelle est la consommation en Nouvelle-Aquitaine, on va avoir des chiffres pour l'instant estimés, mais c'est un paramètre, vous avez raison, qu'il s'agit de mettre en regard des émissions territoriales parce qu'il reflète bien les émissions induites par la consommation. Et c'est un critère qu'il faut tout du moins garder en tête. Nous, quand on fait des déclinaisons auprès des territoires, c'est les précautions d'usage que l'on met systématiquement en tête de nos partenaires des collectivités, à savoir, c'est un indicateur qui a néanmoins le mérite de pouvoir être suivi assez finement dans le temps. Mais il est insuffisant au regard de la consommation. Oui, tout à fait. Donc, c'est partie d'un travail qu'on peut mener et qui convient tout du moins d'être affiné parce que techniquement, on est moins fin sur dès qu'on descend à une échelle qui n'est pas l'échelle nationale. Merci. Oui. Oui, ma question s'adresse à Foroche Énergie. Si j'ai bien entendu, vous avez évoqué la méthanisation avec 371 000 tonnes de déchets. S'agit-il de déchets ménagers? S'agit-il d'autres types de déchets? Et je m'interroge sur le périmètre d'approvisionnement et également après de d'épandage du digestat. Et je m'interroge sur le transport, la quantité de transport nécessaire pour approvisionner. Merci. Alors, pour l'unité de Villeneuve-sur-Lot, les 75 000 tonnes maximum que l'unité pourra traiter proviennent d'industries agroalimentaires et de déchets d'élevage. Donc, essentiellement des lisiers de canards, de porcs et autres. Et de l'industrie agroalimentaire, ce sont des rebuts de fabrication de plats cuisinés ou autres. Le rayon moyen pondéré d'approvisionnement à Villeneuve-sur-Lot est de 12 km. Donc on est vraiment dans du local en termes d'approvisionnement. On est situé sur une zone industrielle où on a une majorité d'apporteurs qui sont à proximité. Et pour l'épandage, on se situe dans un rayon de 20 km autour de l'unité de méthanisation. Pour limiter au maximum les nuisances, notamment liées au transport,
Nous employons, et on n'est pas les seuls à le faire sur Villeneuve-sur-Lot, ce qu'on appelle la logique reverse, c'est-à-dire que nous avons investi dans une citerne qui va chercher du lisier chez des exploitants agricoles, qui le porte à l'unité de méthanisation où il est traité, et cette citerne-là repart remplie de digesta à destination de cuves de stockage qui sont délocalisées au plus près des surfaces d'épandage. Ça implique une moyenne de 15 camions par jour sur le site de Villeneuve-sur-Lot, qui est situé, je vous rappelle, dans une zone industrielle. Ça fait quasiment maintenant 1 an qu'on est en exploitation et on n'a eu aucun retour de la part de riverains sur des nuisances supplémentaires liées à la génération de trafic sur cette unité-là. Et ça sera sensiblement la même chose pour nos autres unités. Tout à l'heure, Madame Coutan en parlait, il faut adapter, je n'en ai pas parlé, mais il faut adapter effectivement la transition énergétique avec le développement des énergies renouvelables au territoire. On entend souvent dire que nos projets peuvent être surdimensionnés. Ce n'est pas le cas du tout. Parce que on s'inscrit dans une logique, et ça il faut bien le savoir, qu'on est des industriels. Sur le fond, on n'est pas donc des philanthropes. On fait ça effectivement pour le développement durable, mais derrière aussi, il faut que nos projets puissent avoir une rentabilité économique assurée. On ne va pas faire une unité sur un territoire et investir 14, 15, 16 millions d'euros si c'est pour que cette unité tourne à moitié ou aux 3/4 de sa capacité. Donc tous nos projets vont être adaptés. Dans le Lot, on a fait une unité qui va être 2/3 plus petite que celle-ci. Et ça sera la même chose ailleurs. Si dans une région on a beaucoup d'intrants, elle sera plus grosse pour pouvoir traiter les intrants qui sont à proximité. Et là encore, on ne va pas aller chercher des gisements à 200, 300 km. Parce que déjà économiquement, ça serait difficile vu les coûts de transport qu'il y aurait. Et puis encore, il peut y avoir des solutions de valorisation de ces déchets-là qui peuvent être plus appropriées, plus près. Merci. Quand vous intervenez, pouvez-vous vous présenter et nous dire à quel titre vous intervenez? Donc, monsieur... Bonjour, Gaël Parins, je représente Qualité ENR. Et j'ai un petit doute. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez pensé à l'intégration des ENR dans le bâtiment? Alors, bâtiment individuel, tertiaire, collectif. Pour tous les exposés, j'ai vu le bâtiment absent. Oui, bien sûr qu'on y pense. Le bâtiment est absent. Tous les intervenants ne sont pas encore autour de moi, donc il y aura d'autres interventions. Évidemment, le secteur du bâtiment est un secteur qui est fortement consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre, donc on y pense clairement. Et on pense de manière globale aux bâtiments, on pense même aux bâtiments industriels, aux bâtiments des collectivités, à tout ce qui est tertiaire, et aux particuliers, avec un certain nombre de politiques qui sont déjà engagées. Le président Rousset, tout à l'heure, a évoqué ARTE, l'Agence régionale des travaux d'économie d'énergie. On pourrait évoquer RénoAct, qui existe dans l'ex-Aquitaine. Ces 2 dispositifs vont être élargis à l'échelle Nouvelle-Aquitaine dès 2017. Et l'objectif, c'est de fournir un projet complet de rénovation de l'habitat. Je parle de rénovation globale. On parle tous de massification de la rénovation énergétique, mais il est clair, et il ne faut pas se voiler la face, on n'y arrivera pas par des subventions publiques. Il faut qu'on trouve une façon de financer cette rénovation énergétique pour qu'elle soit pertinente, efficace et massive. Et c'est bien ce que propose ARTE, l'Agence régionale des travaux d'économie d'énergie, en proposant à la fois tout ce qui est conseil, audit, travaux, suivi des travaux, parce que ça aussi c'est important, au-delà les travaux, et puis la question du tiers-financement, c'est-à-dire la possibilité d'avancer l'argent et de se rémunérer sur les économies générées par les travaux. Donc David Diemegarde, qui est le directeur d'ARTE, est présent ici aujourd'hui. Évidemment que c'est un secteur sur lequel nous réfléchissons, et nous réfléchissons à la méthode la plus pertinente à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Mais là, si vous avez des solutions innovantes et efficaces, nous sommes également preneurs. Oui, je pense qu'on pourrait mettre l'offre globale avec la mobilité. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre la rénovation des bâtiments en ajoutant la mobilité, parce que ça sera très complémentaire. Tout à fait.
Vous avez complètement raison. Quand on peut difficilement déconnecter l'habitat de la mobilité. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est aussi tout l'objet de cette question de ce COPTEC, hein, c'est justement de mettre des ponts entre des secteurs qui jusque-là ne travaillaient pas forcément ensemble. Bonjour, oui. Grégory Leroux, syndicat des forestiers privés du Limousin. Vous nous avez dit, on a vu dans les présentations que le premier secteur de production d'énergie renouvelable, c'était le bois-bûche des particuliers, que le second, c'est le bois-énergie. On sait que le second poste de consommation, c'est le chauffage. Et le premier capteur de CO2 sur Terre, c'est la forêt. Alors, c'est pas tellement une question, mais replaçons la forêt dans le débat. Bien évidemment, le bois-énergie, le chauffage, c'est un usage évident, logique, connu et ancestral du bois. Il faut le prendre en compte, avec quelques précautions quand même. Mais au-delà de ça, l'usage du matériau bois, c'est d'abord une substitution. Quand on utilise du matériau bois, on n'utilise pas pendant ce temps-là des matériaux énergivores. Le bois séquestre le CO2, puisque tant que la poutre, qui est issue de l'arbre, va être dans le bâtiment, le CO2 est séquestré. Et lorsque il est séquestré, lorsque l'arbre pousse, est stocké durant la durée de vie du matériau. Et lorsque on va brûler à la fin, par exemple, ce déchet de construction, là, on va rejeter du CO2 qu'on aura capté, donc on est sur une chaîne infinie. Il y a un certain nombre de projets de mobilisation des forestiers pour augmenter, pérenniser la forêt, pour l'usage plus important du matériau bois. Il y a des efforts à faire encore dans la connaissance de l'ensemble de la filière, dans l'innovation depuis l'amont et dans l'aval. Et voilà, je voulais noter l'importance de bien remettre la forêt à sa place dans cette question de la lutte contre la modification du climat. Merci. Merci. Merci de votre intervention sur ce sujet-là qui, évidemment, est très, très important dans notre région, hein, de par la ressource importante en bois en Nouvelle-Aquitaine. Il y a deux volets importants. D'abord, dans votre propos, hein, d'abord la question de la filière bois et de sa structuration. Vous parlez du bois chauffage, construction, utilisation, donc évidemment capteur et séquestreur de CO2. Donc tout cela, on l'a bien en tête. Et j'ai proposé que nous travaillions justement à la structuration de cette filière bois en collaboration avec Béatrice Gendon, qui est donc la conseillère régionale en charge de ce sujet-là. Nous allons mettre en place ce groupe de travail, qui peut être un groupe de travail, ça sera un des ateliers des solutions dont je parlais précédemment pour le COPTEC. Et puis deuxième point important, vous savez peut-être que nous devrons fournir, alors la date limite était le 18 février 2017, un schéma régional biomasse. Quand on parle de schéma régional biomasse, évidemment, on intègre le bois, pas que le bois, mais le bois, bien évidemment. Et nous devrons, à ce moment-là, faire un état des lieux précis de la ressource et du devenir de cette ressource à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, évidemment, cette date que nous proposait l'État de 18 février 2017 est parfaitement intenable. Je pense qu'il y aura une certaine souplesse. En tout cas, le préfet devrait nous interpeller et nous solliciter prochainement pour que nous travaillions ensemble à la construction, je vais dire dans un premier temps, de ce schéma régional biomasse. Mais merci. Je me permets vraiment d'insister sur le fait que la biomasse, c'est un angle d'approche, mais que la valorisation du bois, elle se fera d'abord dans les usages nobles de cette matière, c'est-à-dire la construction principalement, et dans la construction bois, on lutte aussi contre la déperdition d'énergie. La meilleure énergie, celle qu'on ne consomme pas. Donc c'est vraiment insister sur le fait qu'on a du bois qui fait autre chose que des plaquettes et du chauffage. Merci. C'est pour ça que j'ai mis dans le premier point de mon intervention, non pas ce schéma régional biomasse, mais la structuration de la filière bois en évoquant en premier lieu la construction. Merci. Au milieu, à gauche. Bien, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Donc Michel Coq, je représente l'association des maires de la Charente. Je voudrais revenir sur le problème de l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable. Souvent, des maires nous interpellent sur la difficulté qu'ils ont à se positionner quand il y a un projet sur leur territoire. Les débats peuvent être parfois très passionnés entre pro et anti-projet pour différentes raisons. Et il est souvent difficile pour eux de faire, par manque d'information, la part du vrai et du faux et pouvoir se prononcer sereinement. Alors que notre intérêt, effectivement, là, est de promouvoir les énergies renouvelables. Dans certains cas, ça peut se faire assez facilement. Tout à l'heure, vous aviez fait allusion à la consommation d'espace par les centrales photovoltaïques. Quand on a des terrains qui sont inaptes à toute autre utilisation, c'est facile. Quand on est effectivement confronté à la consommation possible de terres agricoles, là, c'est beaucoup plus compliqué et c'est généralement rejeté sans difficulté. Mais ce qui nous préoccupe, nous, en Charente, actuellement, c'est plutôt la problématique de l'éolien. Il y a beaucoup d'opposition à l'éolien avec des critères qui ne sont pas toujours faciles à évaluer. Et donc, c'est vrai que la région pourrait aussi nous aider, avec ses différentes agences et ses partenaires, à y voir clair, tout simplement pour prendre une décision dans l'intérêt général. Merci. Merci de votre intervention, qui tombe à pic, je dirais, ou à point. Sur ces sujets éoliens, oui, il y a aujourd'hui autant de recours que de projets éoliens. Clairement, avec parfois des oppositions qui peuvent s'entendre et parfois des oppositions qui semblent un peu étranges. C'était tout le sens de mon propos précédent en disant qu'on ne peut pas opposer environnement et biodiversité et énergie renouvelable. Dans certains projets d'éolien, on se retrouve à l'environnement contre l'environnement, c'est-à-dire que certains défendent le climat en disant oui, on va lutter contre les dérèglements climatiques, il faut des énergies renouvelables, et puis d'autres vont tenir le propos de dire oui, mais ces énergies renouvelables vont entraîner une perte de biodiversité au niveau de la zone. On ne peut pas opposer les deux. Il faut vraiment regarder le ratio entre ces deux volets et évidemment prendre la meilleure décision. Ce n'est pas simple et j'imagine que pour les maires, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça aussi que je pense, et on essaie d'y travailler, qu'il est important que les projets viennent des territoires et ils ne soient pas imposés par des développeurs qui arrivent et qui présentent leurs projets, évidemment, avec beaucoup de bienveillance, forcément, et une volonté que ces projets émergent. Je crois que c'est important d'associer non seulement les élus, mais aussi les citoyens à la construction de ces projets dès le départ. Donc ça, c'est un premier point. Après, il faut regarder. C'est du cas par cas. Il est difficile de dire tel projet est valable, tel autre ne l'est pas. Il faut vraiment regarder au cas par cas et se projeter aussi. Parce que moi, j'ai parfois du mal à entendre on a telle espèce, si l'espèce est en voie de disparition, j'entends, mais que seront ces espèces à la fin du siècle si on dépasse les 2 degrés? Je crois qu'il faut se poser cette question-là. Et nous, les êtres humains, dans quel état serons-nous à la fin du siècle si on poursuit nos émissions de gaz à effet de serre comme aujourd'hui et qu'on arrive à un scénario à 5, 6 ou 7 degrés de plus? Ce sera juste invivable. Donc il faut qu'on regarde cela. Eh bien, on soit à la fois sur la protection de la biodiversité, de la faune, de la flore et des milieux, et en même temps, en ayant cette pensée de projection, à la fin du siècle, nous devons aussi réfléchir à la diminution n'a pas augmenter trop la température globale. Je crois qu'il faut regarder. Alors, c'est pas facile, mais il faut avoir le bon ratio entre les deux. C'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure, et c'est vrai que c'est du cas par cas. Et il faut que chacun ouvre un peu les yeux. Au-delà de cette problématique de l'éolien, on a parfois la même problématique avec le photovoltaïque. Moi, je suis complètement opposée au fait qu'on pose du photovoltaïque au sol sur des terres agricoles. Non, c'est non. Bon, mais ça, c'est mon avis. Il y a suffisamment d'endroits où on peut poser des panneaux photovoltaïques sans qu'on se retrouve sur des terres où on doit normalement, sur ces terres-là, produire de l'alimentation pour les êtres vivants, quels qu'ils soient. Donc on a cette démarche-là aussi à avoir par rapport au photovoltaïque. Et c'est vrai qu'il y a certaines démarches des ABF, architectes bâtiments de France, qui bloquent des projets de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments par rapport au patrimoine. Mais là aussi, posons-nous la question. Ce patrimoine-là, quand il n'y aura plus d'êtres vivants autour, bon, voilà. Je soulève des questions, je n'ai pas forcément les réponses.
hein, mais je crois qu'il faut qu'on soulève ensemble ces questions-là et puis qu'on cherche à y répondre. Et là, je crois que ce sont des démarches territoriales. Ce n'est pas ici qu'on réglera le problème. Ce sera vraiment au plus près des territoires. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, on passe au... Il y a beaucoup d'interventions. On aura une deuxième salve d'intervention après les 4 autres intervenants qui attendent patiemment. Je prends une dernière intervention, puis après on repasse au témoignage des acteurs et on refera une salve d'intervention. Oui, Pascal César, communauté d'agglomération de Marmande. Nous avons effectivement à travailler dans nos collectivités sur ces questions-là. Or, nous constatons quand même un éparpillement des compétences entre les différents échelons locaux qui rend pour le moins complexe la mise en œuvre d'une politique climat-énergie cohérente, même sur un petit territoire. On peut, sur un même territoire, effectivement, retrouver une compétence de gestion des déchets exercée par un syndicat. On peut retrouver la compétence également de distribution d'énergie par un syndicat départemental d'énergie, celle des transports par un autre syndicat ou une AOT. Franchement, on a un éparpillement qui fragilise la transversalité que vous souhaitez créer. Et moi, j'ai besoin de dire que pour avoir une vision globale des enjeux, il faut que nos petits territoires ruraux soient accompagnés par la région, ne serait-ce qu'en matière d'ingénierie. Oui. Également, c'est un peu le principe des territoires à énergie positive, hein, des territoires TEPOS. La région avait lancé un appel à projet. Les 2 régions, ex-Aquitaine, ex-Poitou-Charentes, avaient lancé des appels à projets TEPOS, territoire à énergie positive. On a également les territoires TEPCV du ministère. Nous comptons en 2017 relancer un appel à projet sur ce point-là et j'espère qu'un certain nombre de territoires répondront à cet appel à projet parce qu'on est là dans un accompagnement aussi et une logistique de ces territoires vers l'état énergie positive, évidemment. On a répondu à TEPOS et on est TEPOS. Mais ça n'empêche pas que l'ingénierie et la matière première va nous manquer aussi. C'est vrai, mais il faut travailler à ce que vous puissiez avoir l'ingénierie et la logistique, je dirais, possible pour entrer dans cette démarche énergie positive. Là, il y a une harmonisation à faire à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, avec pour l'instant une disparité entre l'accompagnement qui pouvait exister dans l'ex-Poitou-Charentes et dans l'ex-Aquitaine. On est bien conscient de cela et on va essayer de gommer ces différences. À l'intervention suivante, donc, on va accueillir Christian Fanguin, qui est donc responsable de bois au pôle d'Égletons. Donc vous allez nous parler de formation et de R&D. Ben, c'est très bien. Et bien, parlez-nous de ce que vous voulez, mais en 5 minutes.